Bonjour, récemment j'ai reçu un message d'un abonné qui me demandait de lui expliquer en fait ce qui s'était passé au niveau de la mise à jour de CrowdStrike et comment ça avait pu créer une panne aussi massive. Du coup, je me suis dit, après lui avoir expliqué rapidement avec les informations que j'avais, je me suis un peu plus intéressé, j'ai un peu plus creusé et je me suis dit bah, tiens, que j'allais refaire une vidéo parce que ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Donc aujourd'hui, je vous propose de parler de CrowdStrike et de sa mise à jour en fait, mise à jour de sécurité qui a provoqué donc une panne mondiale. Donc ici, le but de la vidéo, c'est de venir vulgariser donc cette panne avec plusieurs niveaux de lecture. Donc je vous préviens, cette vidéo va pas être hyper graphique, hyper bien montée, etc. C'est juste un diaporama avec des explications plus ou moins techniques. Voilà, l'objectif c'est d'avoir un truc voilà, hyper, c'est un peu brut on va dire, mais l'objectif c'est de cibler ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui s'est passé et voilà pourquoi ça a eu autant d'ampleur. Donc pour éviter les raccourcis qui ont été faits par certains médias, non, Microsoft n'est pas responsable de cette panne. Plus loin dans la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. La mise à jour a eu lieu le vendredi, donc 19 juillet, à 6h09 heure de Paris. Le déploiement de cette mise à jour a été rapidement stoppé, donc 1h18 après, donc à 7h27, toujours heure de Paris. Donc un patch a été déployé pour réparer les dégâts. Après, malheureusement, nous le verrons, en fait, ce fixe ne pouvait pas fonctionner dans la plupart du temps sans intervention humaine. Il fallait rebooter les PC. Dans certains cas, plusieurs dizaines de fois, ils conseillaient la version officielle, c'était rebooter jusqu'à 15 fois pour que potentiellement le patch se déploie automatiquement. Si ça ne fonctionnait pas, il fallait à la main aller supprimer des fichiers .6. En fait, c'est des fichiers de configuration, on le verra juste après. Ce qui fait en fait que ça allait restaurer le PC et qu'il allait pouvoir redémarrer sans cracher, sans avoir ce fameux blue screen. Le souci en fait, cette panne, donc elle a créé l'arrêt d'aéroport, d'hôpital, etc. Donc en fait le 911 ne fonctionnait plus, des milliers d'avions étaient cloués au sol. Donc là vous pouvez voir sur l'animation ce qui s'est passé. Donc au début ça fait un joli essaim d'avions et après à terme quasiment plus d'avions peuvent décoller malheureusement. Donc avant de rentrer dans les détails des explications, donc dans les explications techniques de cette panne, nous allons un peu parler donc de la société qui est à l'origine de cette panne, donc CrowdStrike. Donc l'entreprise CrowdStrike a été donc créée en 2011 par Dimitri Alperovitch et George Kurtz. Donc souvenez-vous bien de George Kurtz. L'effectif donc en 2024 a été de environ 8000 employés pour un chiffre d'affaires de 3,1 milliards de dollars et avec 89 millions de résultats nets. Les parts de marché de CrowdStrike sont d'environ 20%. Microsoft propose également une solution de sécurité et possède environ 30% du marché mondial. Vous avez ici donc les prix en fonction de l'offre. Donc pour donc, CrowdStrike Falcon, donc c'est leur produit. C'est le produit qu'on va cibler, c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Donc vous pouvez voir que ces services ne sont pas vraiment prévus pour des particuliers. En général, ce genre de prestations sont réservées pour des moyennes ou grosses entreprises qui ont des centaines d'ordinateurs à gérer. Voici quelques grands noms de sociétés qui proposent des services équivalents à CrowdStrike. Vous avez sûrement en fait déjà entendu parler de Cisco, Fortinet, SentinelOne, etc., etc. Donc le service Falcon de CrowdStrike, c'est celui ici en fait qui a reçu la mise à jour qui a créé la panne, et c'est ce qu'on appelle un XDR pour Extended Detection and Response. Donc si on le traduit littéralement, ça ne vous aide pas vraiment. Pourquoi? Parce que c'est détection et réponse étendue. On se dit ok, c'est pas très clair. Donc pour faire simple, un XDR c'est un outil qui traite des informations à l'aide d'une intelligence artificielle afin de détecter les failles de sécurité. Ce n'est pas un simple antivirus comme vous pouvez voir sur votre PC. Un antivirus, les entrées de gamme du moins, vont se contenter d'analyser les fichiers téléchargés et les fichiers lancés. Les programmes lancés, pardon. Pour y voir plus clair, on va voir un petit peu le panel, donc le site web proposé par le service Falcon. Donc ici, comme vous pouvez le voir, en fait, la solution Falcon de CrowdStrike collecte des informations depuis un programme installé sur tous les ordinateurs d'une entreprise. C'est ce qu'on appelle un agent. Ensuite, le service informatique peut contrôler l'état de son parc informatique depuis un site web. Donc on appelle ça un panel en général. Une IA analyse le comportement de toutes les machines,
Donc certaines actions de sécurité sont exécutées automatiquement par le système. Pour le reste, c'est en fait les responsables du parc qui doivent intervenir manuellement pour venir par exemple supprimer, déployer des mises à jour, etc. Ici on peut venir voir en fait tous les programmes qui tournent sur un PC cible. Ou encore ici, on peut venir en fait créer des alertes par mail si une condition est remplie. Admettons que vous avez un programme qui commence à envoyer des données sur un serveur inconnu, ou si une vulnérabilité est découverte sur le système. Pour faire simple, une vulnérabilité, c'est quoi? C'est par exemple un programme qui n'a pas été mis à jour depuis X temps. Des hackers ont trouvé comment utiliser votre logiciel pour compromettre votre système d'exploitation. Et bah du coup, on va venir soit mettre à jour le logiciel, le supprimer par exemple pour être remplacé par autre chose, parce qu'admettons le logiciel est plus maintenu, ou en tout cas appliquer des défenses pour éviter que cette faille soit utilisable par des hackers. Donc maintenant nous allons revenir sur le fonctionnement du simple antivirus pour voir la différence. Un antivirus basique se contente donc de calculer le hash d'un programme et d'un fichier. Et ensuite il le compare à une base de données pour vérifier si ce n'est pas un virus. L'algorithme de hachage utilisé généralement est le SHA-256. Cette étape en fait permet d'avoir une signature unique d'un fichier ou d'un programme. Donc c'est pas forcément clair dit comme ça. Donc voici un exemple ici sur la gauche avec un fichier texte contenant seulement le mot bonjour. Son hash est affiché ici, donc là vous voyez il commence par 2, CB4, etc. Si vous venez avec un nouveau hash, on va juste avant en fait de hasher, on met quoi? On met un point d'exclamation à la fin et on voit en fait que le hash est du coup radicalement différent et du coup que ça n'a plus rien à voir. On a bien une clé unique pour chaque chaîne. Donc c'est vraiment intéressant pour venir détecter des fichiers malveillants, etc. Donc si vous lancez un programme qui n'est pas référencé dans les bases de données, le virus en fait va pouvoir s'exécuter. Donc ce fonctionnement basique là est de plus en plus rare. Pour aujourd'hui en fait on travaille sur ce qu'on appelle la protection temps réel. Si on prend par exemple l'exemple de Windows Defender, il va, en plus de la vérification du hash, analyser le comportement du logiciel et le bloquer si le programme est jugé dangereux. Il y a un système, ce qu'on appelle de sandbox, en fait, il va lancer une sorte de VM, donc une machine virtuelle, mettre votre fichier à l'intérieur, l'exécuter, voir ce qui se passe. Parce qu'en fonction, il y a certains virus, certains fichiers malveillants. C'est pas forcément directement un point .exe, ça peut être une image, ça peut être un dossier Word, ça peut être un fichier Word, etc. Et en fait, aujourd'hui, même avec des macros sur un fichier Excel, on peut venir attaquer votre ordinateur. En fait, il y a pas mal de points d'entrée. Donc, le fait de passer par une sandbox est vraiment bien pour voir ce qui se passe, en fait, comprendre le comportement d'un fichier. Donc justement, moi je voulais vous parler d'une plateforme que j'utilise principalement, donc c'est Intezer. Donc en fait, Intezer c'est un site qui permet en fait d'utiliser son navigateur web en fait pour scanner n'importe quel fichier et d'avoir accès à un panel avec pas mal d'outils. Donc voici le panel proposé. Donc admettons si vous connaissez rien du tout dans l'analyse de malware ou autre, de virus du coup, vous avez juste à regarder dans le coin en haut supérieur gauche, vous avez la réponse. En fait directement, il vous met en vert, en rouge, en jaune, etc. Est-ce que c'est un malware ou pas? Du coup, vous savez tout de suite, voilà, si c'est du malware, hop, vous supprimez. Au-delà de ça, du coup, la plateforme, qu'est-ce qu'elle fait? Au début, elle commence, comme à chaque fois, par une comparaison par H. Est-ce que elle contient déjà ce fichier-là dans sa base de données? Si c'est le cas, hop, on va directement dire, ok, bah, j'ai ce fichier ici, et j'ai l'analyse qui va avec. Au moins, ça évite de relancer une sandbox, etc. Pourquoi? Parce que justement, ce site-là, il permet, en fait, après l'analyse du hash, faire une analyse plus poussée. En fait, on appelle ça en fait des codes gen. En fait, il va venir faire une analyse des codes gen. Une fois que c'est effectué, en fait, il va comparer cette analyse-là à la base de données qu'il a avec les milliers de virus qu'il contient déjà en fait dans cette base de données. Il va comparer les codes gen. En fait, ces codes gen, c'est quoi? C'est des bouts de code qui sont déjà marqués comme malveillants. Donc en fait, cette fonctionnalité-là, elle est vraiment puissante. Elle permet de détecter tous les virus qui sont basés sur un même code, mais qui ne possèdent pas le même hash. Parce que du coup, vous pouvez créer un virus qui a le même comportement qu'un autre. En fait, c'est une copie, on va dire, un clone. Par contre, vous avez rajouté, par exemple, comme ça se fait souvent, une petite interface pour faire croire, par exemple, que c'est un jeu vidéo ou autre. Mais derrière, il y a le même code malveillant. Du coup, en quelques secondes, on peut marquer en fait des centaines de virus alors qu'ils n'ont pas le même hash. Donc c'est vraiment très puissant. Donc si besoin, vous pouvez faire une analyse approfondie et obtenir le comportement du programme. Lors de son exécution, la plateforme en fait va lancer donc une machine virtuelle. Donc là, c'est que du Windows et vous retourne en fait des captures d'écran, la modification d'éclairage s'il y en a eu, une analyse réseau, etc. Donc c'est vraiment une analyse poussée. Et vous, en fait, vous pouvez voir en fait sans compromettre votre machine et sans faire des VM. Après, si vous avez le temps, bah voilà, vous faites vos VM, etc. C'est rapide.
Mais là, c'est vraiment intéressant parce que du coup, c'est sur un site web, donc vous pouvez y avoir accès en fait sans avoir votre environnement perso. Donc c'est pratique. Après, voilà, comme à chaque fois, vu que c'est une plateforme qui est performante, ben c'est payant. Après, vous pouvez vous récupérer un compte gratuit pour faire vos tests, il n'y a pas de problème. Donc revenons à la mise à jour du coup qui a eu lieu le 19 juillet, donc à 6h09, heure de Paris. Donc cette mise à jour là a visé à corriger des failles potentielles sur ce qu'on appelle des name pipes. Donc ces name pipes en fait ça permet quoi? Ça permet à plusieurs processus d'échanger des informations. Les name pipes en fait peuvent être utilisés pour compromettre un système d'exploitation, soit par déni de service via ce qu'on appelle un fusing. En fait, fusing c'est quoi? Ça se consiste en fait à envoyer plein de caractères du coup dans le name pipe pour le faire bugger du coup et faire cracher du coup ce qui est derrière. Autre chose qu'on peut faire avec ça, c'est ce qu'on appelle une RCE, donc Remote Code Execution, donc c'est une exécution de code à distance. Donc là, le but en général de faire ça, c'est quoi en fait? C'est directement de faire en fait ce qu'on appelle une privilege escalation, je vous l'avais déjà noté là, ou élévation de privilège en français. En général, un attaquant, il aime bien avoir, s'il a la possibilité de faire ça, il le fait. S'il ne peut pas faire une privilege escalation pour avoir des droits privilégiés, donc administrateur ou autre, en fait, qu'est-ce qu'il va faire s'il peut pas avoir ça? En général, après, il part sur le déni de service, entre guillemets, qui est la dernière solution, parce que malheureusement, juste vous allez stopper la machine, mais vous n'aurez pas ce que vous voulez. En général, c'est avoir des données. Et on va voir que malheureusement, pour le cas de CrowdStrike, si les hackers arrivent à faire ce qu'on appelle justement une élévation de privilège, c'est plus critique que sur un logiciel classique, parce qu'en fait, on va le voir juste après, CrowdStrike possède des droits, en fait, il est intégré au niveau noyau. Donc vous allez voir, ça peut être très dangereux. Donc les namepipes sont créés par le programme sous forme de fichiers. Ici pour Falcon, c'est les .6 qui sont stockés dans le système 32, on va en parler un petit peu juste après. Donc une fois les fichiers créés, plusieurs processus peuvent venir les lire et écrire dans le fichier. Normalement, ces fichiers-là, donc les fichiers .6 sont utilisés par Windows comme fichier système. Donc vous pouvez, vous, par exemple, si vous voulez en trouver, vous allez dans le fameux dossier system32/driver et vous allez en voir. Pour le produit Falcon, donc ces fichiers .6 sont utilisés comme des fichiers de configuration et utilisés par les fameux namepipes. Donc pour comprendre en fait pourquoi une simple mise à jour a pu faire crash des millions, pu faire crasher des millions d'ordinateurs, au lieu de simplement les stopper. En fait, pourquoi ça n'a pas stoppé simplement le programme CS Agent en fait? C'est ça la question. Et ben en fait, la solution Falcon de CrowdStrike, comme on l'a vu précédemment, n'est pas un simple antivirus. Il est intégré au niveau 0. En fait, sur votre système, le niveau 0, c'est ce qu'on appelle le ring 0, le kernel, ou si vous voulez en français le plus simple, c'est le noyau. En fait, donc le fameux CS Agent, c'est un mode en fait, comme un driver, qui s'exécute donc au plus haut niveau. C'est lui qui a le plus haut niveau de privilège. C'est même pas c'est pas comme quand vous êtes administrateur sur le système. Quand vous êtes admin sur le système, ok, vous pouvez virtuellement tout faire, mais potentiellement il y a des choses qui peuvent vous brider encore, parce que vous n'êtes pas dans ce fameux noyau. Dans le noyau, vous pouvez tout faire, vous pouvez exécuter du code et littéralement discuter directement avec le CPU si vous voulez. Donc c'est vraiment un niveau de privilège que vous ne pouvez pas avoir quand vous êtes avec vos sessions ouvertes, etc. Après, il y a des moyens, si vous voulez, on va en parler juste après avec tout ce qui est antivirus et anti-cheat, on va en parler un petit peu, il y a eu 2 cas aussi. Donc c'est un vrai danger. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est vu que Falcon fonctionne au niveau du noyau, quand il crash, Windows crash aussi. Parce que du coup, il fait crasher l'OS, en fait, il fait crasher le système d'exploitation. Et c'est là où vous avez le fameux écran bleu. Mais on peut se demander du coup pourquoi Microsoft n'a pas vu ça. On l'a dit au début, c'est pas Microsoft le responsable. Et en fait, là, Microsoft, qu'est-ce qu'ils ont fait récemment? Ils ont communiqué avec l'accord qu'ils ont eu avec l'Europe, parce que l'Europe a demandé donc un accord aux concepteurs logiciels de sécurité. En fait, ils ont demandé que les concepteurs en fait, de logiciels comme CrowdStrike aient le même niveau d'accès que pour les ingénieurs en fait, de Microsoft. Donc moi personnellement je trouve que c'est une bonne chose. Après, CrowdStrike, ils n'ont pas forcément passé pour leur produit la certification de Windows WHQL. En fait, c'est une certification Microsoft qui permet de garantir la compatibilité du coup des mises à jour avec le système d'exploitation. Donc dans le cas de leur produit Falcon, vu que c'est pas le cas, ça pose un problème. Ça veut dire qu'ils étaient potentiellement entre guillemets laissés seuls sur la mise à jour et après ils pouvaient déployer du coup des mises à jour sur des millions d'ordinateurs Windows sans entre guillemets l'accord de Microsoft. Après à ce niveau-là, il faut
faut prendre avec des pincettes. Pour l'instant, on n'a pas le process complet. Moi, c'est là la question que je me pose. En fait, je me dis à quel niveau d'accès ils ont. En fait, ok, ils peuvent faire des mises à jour, etc. Mais est-ce que Microsoft n'a pas un droit de regard et est-ce qu'ils le font ou pas en fait? Est-ce qu'ils ont validé la mise à jour ou pas? Ça, on le sait pas. Vous avez sans doute déjà entendu parler des problèmes de sécurité avec les programmes qui possèdent des accès au noyau. Là, on va prendre l'exemple de Kaspersky, qui a été banni aux États-Unis parce qu'il y a eu des soupçons de fuite de données grâce à ce fameux accès root qui permet en fait, accès noyau, pardon, au niveau du kernel, qui permet de faire ce que vous voulez sur la machine sans être détecté du coup. Ensuite, vous avez un autre programme qui peut sembler anodin, mais c'est le logiciel d'anti-cheat de Riot Vanguard en fait, qui est édité du coup par Riot Games et la société mère c'est Tencent, donc c'est la Chine. Donc d'un côté vous avez Kaspersky en Russie et Riot Games avec Tencent en Chine. Euh, et donc ces deux programmes-là ont un accès kernel au noyau. Le truc intéressant avec l'anti-cheat de Riot Games, en fait, c'est que ils se sont dit au début qu'ils allaient avoir un accès au noyau. Pourquoi? Pour voir tout ce qui se passe sur l'ordinateur, toutes les entrées au clavier, toute la mémoire, etc. Ils ont un accès total. Et en fait, pour détecter les cheats, du coup, comme ça, vous pouvez plus tricher. Sauf que il y a déjà des hackers qui sont amusés à utiliser l'anti-cheat, vu qu'il a un accès au kernel, en fait, pour faire la même chose. Du coup, en fait, ils passent leur cheat en intérieur, en fait, par l'intérieur et par le kernel directement. Ce qui fait que leur cheat est indétectable. Et du coup, ils ont déjà fait ce qu'on appelle des POC, donc des proof of concept en fait, de hack, où ils peuvent tout faire littéralement sur le jeu. Et il y a des personnes aussi en fait qui ont commencé à désinstaller le jeu, parce que du coup, en fait, le problème de l'anti-cheat aussi, c'est qu'il tourne H24. En fait, à partir du moment où vous avez lancé le jeu, l'anti-cheat il va tourner en tâche de fond. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui l'ont désinstallé parce qu'ils voulaient pas avoir un logiciel en fait qui puisse prendre en fait le contrôle littéralement de leur ordinateur. Du coup, entre guillemets, voilà, ils étaient sensibles à leur vie privée. Du coup, ils voulaient pas qu'il y ait un logiciel tierce ait un tel niveau de sécurité et surtout qu'il tourne pas que pendant l'exécution du programme en fait. S'ils exécutaient que pendant l'exécution du jeu, après normalement ils devaient faire des mises à jour justement pour qu'ils s'exécutent que pendant l'exécution du jeu. Alors après à voir est-ce que ça a été fait ou pas. À partir du moment où vous avez des programmes qui ont un tel niveau de privilège, en fait ça pose question. Donc maintenant nous allons revenir sur l'analyse donc du bug, donc de la mise à jour. Donc rapidement, on a eu une première personne donc sur Twitter qui a communiqué un dump, ce qu'on appelle un dump. Donc c'est un fichier en fait d'erreur qui a été créé donc par la mise à jour. Donc en fait un dump, c'est voilà, on voit l'état de la mémoire lors d'un crash, du programme. Donc c'est le fameux programme CS agent. Et ensuite on voit les fameuses instructions donc qui ont causé l'erreur. Donc au début, il y a pas mal de personnes qui pensaient que c'était dû à une valeur donc à nul. En fait, 7 à nul, donc ça veut dire en fait que la valeur est nulle. Euh, et en fait, on peut le voir en haut à droite dans le fichier de config, en fait, le fameux channel file 291. Il n'y a que des zéros. On peut se dire, ok, c'est bizarre, c'est un fichier du coup de configuration compromis. Du coup, c'est particulier. Ensuite, on a eu une autre source qui nous permet de voir en fait que ça vient pas d'une valeur à nul. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit ici dans ce code, encadré en orange, que les valeurs en fait sont bien testées pour voir si c'est bien différent de nul. Donc c'est pas ça qui a fait cracher. En fait, ce qui a fait cracher, c'est un peu plus bas. C'est l'opération, du coup, là vous voyez le MOV, là, donc mauve. C'est cette instruction là qui a fait cracher parce que du coup, en fait, on a demandé au programme d'aller lire un espace mémoire qui a fait cracher en fait le programme. Après, ce qu'on pourrait se demander, c'est comment c'est possible qu'il n'y ait pas une gestion pour savoir en fait si cette valeur là, justement en fait là quand vous voyez l'instruction mauve, donc R9D et R8, en fait on va prendre R8 et on va l'injecter à l'adresse en fait R9D. On va l'injecter à cet endroit là. C'est un registre. On va pas rentrer dans les détails, mais voilà. En fait on copie, si vous préférez, on copie R8 dans R9D. Et c'est ça qui a fait cracher parce que R8 était pas bon. Il n'était pas nul, mais c'est une instruction qui était mauvaise et ça a fait crash. Donc ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les premières explications officielles, on nous précise donc, comme on l'a vu au début, que les fichiers .6 ne sont pas des pilotes, on est d'accord, ça ils le mettent, hein, c'est pas des kernel drivers. Donc ça, voilà, comme on l'a dit plus haut,
Pour le moment, on n'a rien de nouveau. Après, un peu plus bas, on nous parle donc des fameux namepipes, et plus bas, on peut lire que la mise à jour donc de la configuration a déclenché une erreur logique. Donc potentiellement le fameux move qui a créé une erreur. Là, on voit, donc après on nous rappelle donc qu'ils font des efforts pour éviter l'exploitation comme on a vu avant, donc des namepipes pour les attaques, comme on l'a vu tout à l'heure, voilà, avec des fameux dénis de service ou du RCE. Après, là on a quelque chose de plus intéressant, c'est la fin qui nous dit que les null bytes contenus dans les channel files 291 ne sont pas à l'origine du bug. Et après, ce qui est encore plus intéressant, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a quoi? On a une nouvelle information qui nous dit, donc toujours officielle, hein, qui contredit la première version. Ici, on nous dit clairement que du contenu problématique dans le channel 291 on conduit à une lecture hors limite, donc out of bound, et la fin nous dit que cette exception inattendue n'a pas pu être gérée. Donc avec ces dernières informations, on peut supposer que le code du CS agent, donc le cross-track agent, ne répond pas aux standards d'un module noyau. Donc une meilleure gestion des erreurs aurait pu éviter ça et potentiellement un meilleur suivi, soit de Microsoft, soit une meilleure validation, aurait pu éviter ça. On pourrait se dire que c'est la faute de personne du coup, mais c'est pas des pannes isolées. Vous vous souvenez du créateur du coup de CrowdStrike? Au début, je vous ai demandé de le retenir. C'est George Kurtz. George Kurtz, il était le directeur donc technique de McAfee de 2009 à 2011. En 2010, McAfee a effectué une mise à jour qui a supprimé le fichier svchost. Donc ce programme, en fait, il permet quoi? Il permet à Windows de charger tout ce qui va être DLL, gérer les processus, etc., gérer les fichiers. En fait, je voulais vous parler de cet événement-là. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de cibler une personne, on s'en fiche. Mais en fait, pour pointer, pour moi, un manque de prise en compte du passé pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. C'est intéressant que c'était la même personne. Un an plus tard, il a créé CrowdStrike. Et je sais pas, quand vous avez une panne aussi massive, là, à l'époque, c'était 2010, pour moi, ça devrait être ancré dans notre peau, quoi, dans notre mémoire. Et en fait, l'objectif, c'est de tout faire, entre guillemets, pour, je sais pas, former des équipes, etc., mettre des moyens au niveau des techs, etc., pour qu'ils aient justement, eux, la capacité de développer un bon process pour que ce soit propre, quoi. Et justement, on va en parler. On peut se dire, mais comment ça peut arriver, en fait, comment ça peut arriver, ce type de panne, sur un composant clé comme Falcon? Donc le processus de développement, logiquement, il est censé être parfait. Vu l'importance, en fait, on pourrait se dire qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un problème dans la routine de développement? Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? On aura peut-être des réponses à ces questions-là, parce que du coup, George Kurtz, il va devoir témoigner devant le comité de la Chambre des représentants. Donc on va voir ce que ça va donner. Dans le futur, on peut imaginer qu'ils mettent en place, je ne sais pas, par exemple est-ce que si c'est possible, je sais pas, des déploiements différés ou par pays ou par site moins critique par exemple, pour éviter les crashs massifs. Pour imaginer, on déploie d'abord, je sais pas, sur des centres commerciaux quelques temps avant, 1 heure ou deux avant de déployer ça sur des aéroports ou des hôpitaux par exemple. Ça pourrait être intéressant de faire crasher des endroits moins critiques, on va dire. Après, ça pose problème, hein, ce genre de choses, sur le risque derrière de hack d'un tel service. Au vu du niveau de privilège, on peut se demander, là c'était pas un hack. Mais si c'était vraiment à terme, si des hackers arrivaient à attaquer un tel service qui tourne au niveau 0, au niveau du noyau, ça peut avoir des répercussions énormes. Faire du botnet ou je ne sais quoi, ça peut être plutôt incroyable. Donc pour l'avenir, ça peut apporter du bon. Si les politiques du monde entier prennent du coup ce sujet au sérieux, afin de renforcer pourquoi pas nos infrastructures déjà au niveau national, pourquoi pas afin de pouvoir en fait être autonome sur des choses importantes. Par exemple, je sais pas si on peut citer déjà le transport, tout ce qui est médical, la sécurité, pourquoi pas aussi les systèmes d'information, quoi, pour pouvoir continuer quand même à communiquer en interne pour pallier aux crises en fait. Donc on verra ce que ça donne plus tard. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et si vous avez aimé, donc abonnez-vous et laissez un petit commentaire. Une nouvelle vidéo sortira sur le même thème afin de traiter donc les mises à jour de cette panne mondiale. A bientôt.